service. Alors, j'espère que vous allez bien. Avant tout propos, moi pour ma part, je vais très bien, je me porte en merveille. C'est pourquoi je me tiens devant vous ce soir pour vous présenter, pour vous faire un petit tutoriel sur la vidéo tant attendue par les étudiants de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, notamment précisément de la licence 2, sur le cours de la programmation linéaire, mais précisément sur la leçon 4, qui traite de la méthode du simplex. Alors plusieurs étudiants m'ont demandé comment est-ce que on fait ceci, on fait cela. Alors j'ai décidé donc de faire une vidéo pour présenter tous ces éléments, pour permettre à chacun et chacune de comprendre en plénitude, bon, même si ce n'est pas en plénitude, même si ce n'est pas en totalité, mais de comprendre ne serait-ce qu'une partie, donc le minimum, le maximum, je dirais, de ce coup-là. Alors, ce soir, on va commencer. Vous portez bien, j'espère. Je vais très bien également. Alors, si vous constatez, ici c'est le primal. Ici c'est le devoir de la semaine passée. Le devoir de la semaine passée, voilà le primal qu'ils avaient donné. Et ils avaient donné le dernier tableau de l'algorithme du simplex. Alors, vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont fait pour prouver cela. Alors, c'est la procédure, le processus qu'on va suivre, qu'on va détailler pour arriver au dernier tableau de l'algorithme du simplex. Alors je vais vous demander de suivre, véritablement de suivre et d'être disposé attentif et attentive à cette vidéo. Voilà, donc on va commencer maintenant. Ici c'est la forme primale. Ici c'est la forme primale. On nous a dit dans le cours que pour traiter un problème à partir de l'algorithme du simplex, il faut alors passer de la forme canonique à la forme standard du problème. Alors, voilà donc la forme canonique du problème. Donc, à partir de là, on va passer à la forme standard. La forme standard, c'est seulement c'est simplement le fait d'ajouter des variables E1, E2 et E3, etc. Ou comme cela, parce que bon, on va commencer. Je ne suis pas professeur, je peux aller encore plus en profondeur, mais comme je ne suis pas professeur, la pédagogie me manque. Donc, soyez indulgents et indulgentes. Merci bien. Ok, donc, ici c'est le primal qu'ils avaient donné. Et là, c'est la forme canonique. Donc, la forme canonique, on va passer à la forme standard. Alors, commençons. Max, Z est égal à 108, 120 x1 plus 108 x2 plus 75 x3. x1 plus x2 plus x3 plus E1 est égal à 12. Nous passons de la forme canonique à la forme standard. Donc ça fait x1 plus E2 égale à 5. 8x, 1 plus 7x, 2 plus x, 5x3 plus E3 est égal à 145. Donc x1 plus x2 plus x3 plus E1 plus E2 plus E3 est supérieur ou égal à 0. Alors, voilà la forme standard. La forme standard du problème. La forme canonique, la forme standard du problème. Ok. Maintenant, à partir de la forme standard du problème, nous allons maintenant remplir le premier tableau de l'algorithme du simplex. Donc, voilà comment cela va se faire. Premier tableau.
voilà le tableau. Maintenant, nous allons remplir le premier tableau de simplex à partir de la forme standard du problème. Alors, voici la première équation. Ici, c'est la première équation. Donc, équation 1, équation 2, équation 3. La première équation correspond à la première ligne. La deuxième équation correspond à la deuxième ligne. La troisième équation correspond à la troisième ligne. Et la fonction objective. Ici, la fonction objective correspond à la quatrième ligne. Donc, nous allons remplir. On va prendre la première équation. La première équation, le coefficient de x1. Le coefficient de x1. Le coefficient de x1, c'est 1. Donc, nous mettons, on est à la première ligne. Donc, ça fait 1. Le coefficient de x2, c'est 1. Le coefficient de x3, c'est 1. Le coefficient de E1, c'est 1. Il n'y a pas E2, il n'y a pas E3. Donc, E2 et E3 sont égales à 0. Alors, le second membre serait égal à 12. 12. Le second membre est ici, 12. Donc, nous mettrons 12 ici. On passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne concerne la deuxième équation. La deuxième ligne concerne la deuxième équation. Alors, le coefficient de x1, c'est 1. Il n'y a pas de x2, il n'y a pas de x3. Donc, 0, 0. Il n'y a pas de E1, 0. Le E2 est présent. Donc, le coefficient de E2, c'est 1. Il n'y a pas de E3. E3 est égal à 0. Le second membre, c'est 5. Ok. On passe à la troisième ligne. Il concerne la troisième équation. Alors, x1, le coefficient de x1, c'est 8. Le coefficient de x2, c'est 7. Le coefficient de x3, c'est 5. Le coefficient de E1, il n'y a pas 0. 0. Le coefficient de E3, c'est 1. Et le second membre, c'est 145. On passe maintenant à la fonction objective, qui est la quatrième ligne. Alors, nous regardons. Le coefficient de x1, c'est 120. 120. Le coefficient de x2, c'est 108. Le coefficient de x3, c'est 75. Alors, il n'y a pas de E1, il n'y a pas de E2, ni de E3. Donc, tout ça, ça fait 0, 0, 0. Voici ici le premier tableau de la méthode du simplex. Le premier tableau de l'algorithme de la méthode du simplex. Alors, nous allons passer, à partir du premier tableau, nous allons remplir maintenant le deuxième tableau. En quoi faisant? Nous regardons à propos, au niveau de la fonction objectif. Au niveau de la fonction objectif, nous regardons. Ici, on remarque que 120 est plus grand que 108, est plus grand également que 75. Donc, du coup, nous allons choisir ici. Nous allons choisir cette colonne-là pour en faire la colonne du pivot. Colonne du pivot. On fait la colonne du pivot. Ici, c'est la colonne du pivot. Maintenant, nous allons voir encore pour, comment dirais-je, nous allons chercher maintenant la ligne du pivot. En réalité, nous faisons cela pour trouver le pivot. Nous faisons cela pour trouver le pivot. Alors, pour trouver le pivot, pour trouver la ligne du pivot, qu'est-ce qu'on fait? Nous regardons. Puisque ici, c'est la colonne du pivot. Alors, on va diviser le second membre. Le second membre qui est là, à chaque élément se trouvant dans la colonne du pivot. Donc, du coup, ce qui va faire 12 divisé par 1, 12 divisé par 1 est égal à, bien sûr, à 12. 1, 5 divisé par 1, ça fait 5. 8, 145 divisé par 8. Divisé par 8, ça fait 145. Non. Avant que je calcule, je poursuis. Alors, comme je le disais, ici c'est la colonne du pivot. Donc on va chercher la ligne du pivot en quoi faisant? En annulant une variable de la base. En annulant une variable de la base. Donc 145 divisé par 8 font 18, et quelques là-bas. Donc nous remarquons 18. Alors après le calcul, nous remarquons que, comment dirais-je, 12. Au fait, pour enlever une variable de la base, c'est après le calcul, on regarde la plus petite valeur. On regarde la plus petite valeur. Alors nous remarquons que ici, 12 est supérieur à 5, 18 est également supérieur à 5. Donc du coup, la plus petite valeur, c'est E2. Donc du coup, E2 sera la ligne du pivot. Ici sera la ligne du pivot. Ici sera la ligne du pivot. Donc E2,
puisque c'est la plus petite valeur. Alors E2 sera remplacé par X1. E2 sera remplacé par X1. Donc ici c'est la ligne du pivot. Ici c'est la ligne du pivot. Vous trouvez le pivot maintenant. Bon, c'est moi-même c'est ma façon de le faire. Je me suis dit que pour trouver le pivot, c'est l'intersection de la colonne du pivot et la ligne du pivot. Voilà la colonne du pivot et voilà la ligne du pivot. Alors, nous remarquons que l'intersection se trouve au niveau d'ici. Alors, le pivot, c'est 1. Voilà, pour ma part, le pivot, c'est 1. Alors, vous pouvez avoir une autre méthode. Hein. Bon, là, ça dépend de vous. Vous pouvez avoir une autre méthode, ça dépend de vous. Alors, voilà, donc, moi, pour ma part, vous trouvez le pivot, c'est la colonne du pivot, c'est l'intersection de la colonne du pivot et de la ligne du pivot. Alors, je trouve directement le pivot. Grâce au calcul, il est là en enlevant une variable de la base. Alors, on va procéder cela pour remplir le deuxième tableau. Mais avant de remplir le deuxième tableau, ici, c'est la ligne du pivot. Alors, nous allons passer à la transformation de la ligne du pivot. On va d'abord tracer le tableau. Deuxième tableau. X1, X2, X3, E1, E2, E3 et deuxième membre. Ici c'est le deuxième membre. Ici c'est E1. Ici, comme je l'ai dit, puisque E2 a la plus petite valeur, alors E2 sera remplacé par X1. Donc ça fait X1 ici. Et E3 ici. Et la fonction max ici. Alors, voilà le tableau qu'on doit remplir, le deuxième tableau qu'on doit remplir à partir du premier tableau. Voilà le deuxième tableau qu'on va remplir à partir du premier tableau. Voilà, en quoi faisant? D'abord, ici, c'est la ligne du pivot, comme on l'a dit, au niveau des E2. Donc, du coup, E2 qui a été transformé en X1, alors ici, sera la ligne du pivot. La ligne du pivot. Alors, avant de mettre la ligne du pivot, il faut passer à la transformation de la ligne du pivot. En quoi faisant? En divisant chaque élément de la ligne du pivot par le pivot lui-même. Je vais dire quoi par là? Ici, c'est la ligne du pivot. Alors l'élément se trouve dans la cellule 1. L'élément se trouve dans la cellule 1. Alors je divise l'élément qui est 1, le divise par le pivot qui est 1. Donc du coup, vous verrez que en faisant 1 divisé par 1, 0 divisé par 1, donc ça demeure toujours, ça reste toujours les mêmes valeurs. Donc on va reproduire les mêmes valeurs. Si le pivot était 2, alors on allait faire 1, l'élément qui est là, 1 divisé par 2. L'élément 0 qui est là, divisé par 2. Mais vu que le pivot est 1, alors les valeurs restent les mêmes. Donc nous allons reproduire les mêmes valeurs. Nous allons donc procéder à la transformation de la ligne du pivot. Pour les soucis techniques, j'étais disant que on allait passer à la transformation de la ligne du pivot. Et là, on vu que ici, c'était la ligne du pivot. Alors, la ligne du pivot sera transformée. En quoi? Comme je l'ai dit, en divisant chaque élément de la ligne du pivot par le pivot lui-même. Vu que le pivot était 1 ici, ici constituait la colonne du pivot. La colonne du pivot. Alors, on va reproduire la ligne du pivot parce que ici, on fait 1 divisé par. Voilà, ça revient au même principe. Donc du coup on le reproduit ici. Donc ça fait 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 5 ici. Nous allons maintenant procéder au remplissage des autres lignes. À savoir la première ligne qui est là, la troisième ligne et la quatrième ligne. En quoi faisant? Bien sûr, il y a une formule qui nous a été donnée dans le cours. Qui parle de la méthode du triangle. Alors, voici la formule EIJ. EIJ moins facteur de AIJ divisé par le pivot multiplié
multiplié par la ligne du pivot. Ok, voilà donc la formule. Nous allons donc appliquer cette formule-là pour le remplissage des autres lignes. Alors, comment cela va se faire? E'J. E'J, c'est quoi? E'J, c'est bien sûr toutes les cellules vides. À savoir ça. Voilà, c'est tout ça qui est E'J. E'J qu'on va chercher. Et EIJ, c'est quoi? EIJ, en réalité, c'est tous ces éléments-là. EIJ. En réalité, c'est tous ces éléments qui sont contenus dans le tableau, qui sont EIJ. AIJ, c'est quoi? AIJ, en réalité, c'est tous les éléments contenus, dans la colonne du pivot. Donc, celui-là, c'est AIJ, celui-là, c'est AIJ, celui-là, c'est AIJ, celui-là, c'est AIJ, en fonction des lignes. Si nous sommes à la première ligne, alors le AIJ de la première ligne sera celui-là. Donc, du coup, ici, pour le remplissage de la première ligne, le AIJ va demeurer le même jusqu'à ce qu'on finisse toutes les cellules. Ça sera pareil pour la troisième ligne et ainsi que pour la quatrième ligne. Alors, procédons. Ça va faire première ligne. Passons au calcul de la première ligne. Fait E', Mon EIJ. Quand je regarde donc le deuxième tableau, pour remplir le deuxième tableau, alors nous allons nous servir du premier tableau. Alors quand nous regardons au niveau de la première ligne, le EIJ c'est 1. Le EIJ c'est 1. Donc nous mettrons 1 ici moins. Le AIJ, comme je l'ai dit, bien sûr c'est 1. Parce que c'est la colonne du pivot qu'elle a. Donc c'est le premier élément. C'est 1. Divisé par le pivot qui est 1. Multiplié par la ligne du pivot. C'est la ligne du pivot qui est là. La ligne du pivot. Donc, comme on est ici, la ligne du pivot sera celui-là. Si on est ici, la ligne du pivot sera celui-là. Si on calcule pour cette cellule, la ligne du pivot de cette cellule-là sera celle-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si nous sommes en bas ici, la ligne du pivot de E3 ici sera celle-là. La ligne du pivot de celle-là sera celle-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la ligne du pivot sera dessus 1, qui est là, 1. On calcule pour la deuxième cellule, ici. Ça fait, on regarde ici, ça fait 1 moins 1 divisé par 1 multiplié par ligne du pivot 0 égale E', égale, nous regardons, c'est 1 moins 1 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0 égale E', égale à 1 moins facteur de 1 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0. E', qui est 0 moins facteur de 1 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 1 égale E3, E', J est égal à 0 moins facteur de 1 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0 égale. Deuxièmement, on fait E', J égale à 12 moins facteur de 1 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 5. Alors nous calculons maintenant. Ici ça fait 1 moins 1 ça fait 0. 0 ici va rester 1. 0 ici va rester 1. 0 ici va rester 1. 1 ici, ça fait moins 1 ici. 0 ici va rester 0. 5, 12 moins 5, ce qui fait 7. Bien cela. Donc, c'est ce qui est là qu'on va mettre dans la première ligne. Ici, c'est concernant la première cellule. Deuxième cellule, troisième cellule, quatrième, cinquième, sixième et septième cellule. Donc, nous allons trouver la première cellule. 0 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, moins 1 ici, 0 ici et 7 ici. Nous procédons ici pour la troisième ligne. Troisième ligne. Alors, ici, les valeurs ont changé. Alors, on reprend. Nous regardons ici la troisième ligne. Ici, c'est 8. C'est 8. Le EIJ, c'est 8.
le AIJ sera quoi? Sera également 8 parce que les contenus, on est à la troisième ligne. Donc le AIJ, puisqu'il est dans la colonne du pivot, alors le AIJ sera 8. Donc ça fait 8 divisé par le pivot qui est 1, multiplié par la ligne du pivot qui est 1 également. Donc, si vous remarquez bien, le pivot et la ligne du pivot ne changent pas au cours du calcul des autres lignes. Voilà. Maintenant, lorsque nous sommes à une ligne, le pivot et comment dirais-je, le pivot et le AIJ ne changent pas. Voilà, c'est une remarque que je voudrais expliquer. Donc, ça fait, nous sommes à la deuxième cellule. Ça fait 7 moins 8 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0 égale troisième cellule 5 moins 8 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0 égale troisième cellule 0 moins 8 divisé par 1 multiplié par 0 ligne du pivot qui est égal ici 0 moins 8 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 1. Ici, ça fait 1. 8 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0. Ici, ça fait 145 moins 8 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 5. Alors, on calcule. Ici, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. Ici, ça fait 0. 7 ici. 7 ici, ici ça fait 0, ici c'est 5, ici ça fait 0, ici c'est 0, ici c'est 8, moins 8 ici, ici 0, ça fait 1, ici 5 multiplié par 5, ça fait 40, 145 moins 40, ça fait 105, alors on va l'inscrire également ici, alors ça fait 0, 7, 5, 0, moins 8, 1 et 105. On procède également à la quatrième ligne. Quatrième ligne. Le AIJ va changer. Donc j'efface juste le AIJ. J'efface également les valeurs qui sont là. J'efface également le EIJ parce qu'il va changer. Okay. Donc là, si vous remarquez bien, le pivot et la ligne du pivot sont restés. Est-ce qu'ils ne changent pas au cours du processus de calcul des autres lignes? Alors nous regardons, ça fait 120 ici. Donc 120 moins le AIJ c'est également 120. Voilà, égal. Donc ici, deuxième, ça fait 108 moins le AIJ qui est 120. Ici, ça fait 75 moins le AIJ qui est 120 divisé par le pivot égal à voilà. Et ici, 0 moins voilà, 120 divisé par le pivot. Ici, 0 et 120 divisé par le pivot. 0, 120 divisé par le pivot. Ici également 0 par 120 divisé par le pivot. Alors, on calcule. Et ça fait 1, 0 ici. 120 moins 120, ça fait 0. Ici ça fait 0, donc ici il va rester 108. Ici ça fait 0, ici il va rester 75. Ici ça fait 0, il va rester 0. Ici ça fait 120, ici ça fait moins 120. Ici ça fait 0, c'est 0. Ici ça fait 500, ça fait 5 multiplié par 120. Donc ça fait 600, donc moins 600 ici. Ok. Je le calcule. Donc on inscrit dans le tableau ici. Donc ça fait 0. 108, 75, 0, moins 120. Moins 120, 0 ici et moins 600. Alors, si vous remarquez bien, on a rempli le tableau, mais ce n'est pas encore terminé. Pourquoi ce n'est pas encore terminé? Parce que ici, nous remarquons qu'il y a des valeurs encore positives. Il y a des valeurs positives. Le x2, il a une valeur positive qui est 108. 75 également est une valeur positive. Alors, il est dit dans le cours que pour une fonction maximisée, il faudrait que les valeurs de la fonction objective dans le dernier tableau du simplex soient inférieures ou égales à 0. Mais là, nous remarquons qu'il y a encore des signes positifs
il y a encore des nombres, des valeurs positives dans la fonction objective. Donc du coup, on va encore passer à la transformation à un autre calcul. Donc on va procéder encore de la même façon qu'on a fait pour le premier tableau. Donc c'est ainsi qu'on va procéder. Alors, on va choisir également, nous regardons, ici nous ne sommes pas encore à l'optimal. Donc du coup, on regarde encore, on choisit. La même façon qu'on a choisi pour le premier, en choisissant 120 ici, parce que 120 est plus grand que 108 et 75. Ici nous regardons le nombre le plus grand. Le nombre le plus grand c'est 108. Donc ici. Donc du coup, ça sera ici. Donc notre colonne du pivot sera celle-là. Donc ici sera la colonne du pivot. La colonne du pivot. La colonne du pivot. Alors nous allons chercher maintenant, comme je l'ai dit, enlever une variable de la base afin de trouver la ligne du pivot. Alors ici, la colonne du pivot, nous faisons 1 divisé par 7 également égal à 7. 0 divisé par 5 divisé par 0, ça fait infini. Et 7 divisé par 105, et plutôt 105 divisé par 7, ça fait bien sûr quelque chose de 14. 14. Avec 14, quelque chose, hein? Bon, laisse 14. Alors nous remarquons que 7, il y a 7, il y a infini et il y a 14. Alors on enlève la variable qui a la plus petite valeur. Alors nous remarquons que c'est 7. 7 a la plus petite valeur. Alors E1 ici sera remplacé par 7 et par X2. Donc le tableau se présentera comme suit. Troisième tableau. Troisième tableau. X1, X2, X3, E1, E1, E2, E3 et bien sûr second membre. Ici c'est le second membre. Ici. Comme j'ai dit, ici c'est la variable à enlever de la base qui sera remplacée par X2. Alors donc au niveau ici, on mettra donc X2. Voilà, X2, X1 et E3. Max. Alors, avant de remplir ce tableau, nous allons encore passer à la transformation de la ligne du pivot, comme je l'ai dit. Alors, puisque ici, on a la ligne du pivot, puisque ici, c'est la ligne du pivot, alors ici, c'est la colonne du pivot. Alors, l'intersection, c'est quoi? L'intersection, c'est ici. Donc, le pivot sera 1. Nous allons donc passer à la transformation de la ligne du pivot en divisant chaque élément de la ligne du pivot par le pivot lui-même. Ce qui revient à avoir également les mêmes chiffres, les mêmes nombres. Donc ici sera la ligne du pivot. Donc ça fait 0, 1, 1, 1, moins 1, 0 et 7. 1, moins 1. Ok. Maintenant nous passons au remplissage des autres lignes, à savoir la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Ligne 2, deuxième ligne. On va l'effacer. Okay. Alors, pour remplir ce tableau, ce troisième tableau, nous allons servir du deuxième tableau. De la même façon qu'on a fait pour remplir on avait besoin du premier tableau pour remplir le deuxième tableau. C'est de même qu'on aura besoin du deuxième tableau pour remplir le troisième tableau. Alors, deuxième ligne, calculons. Donc le EIJ, on revient ici, hein. Là on n'est plus en haut ici. Donc le EIJ, on regarde ici. Au niveau de la deuxième ligne, le EIJ, c'est 1 ici. C'est ici, c'est 1. Ça fait 1 moins le AIJ. Le AIJ, je vous l'ai dit, c'est tous les éléments qui sont contenus dans la colonne du pivot, en fonction de chaque ligne. Comme nous sommes à la deuxième ligne, alors le AIJ de la deuxième ligne,
sera 0. Nous sommes ici. Ça fait 0. 0 divisé par le pivot qui est 1, multiplié par la ligne du pivot qui est 0. 0 égal. Donc ici, passons ici à la deuxième cellule. Ça fait 0 moins facteur de 0 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 1 égale 0 moins facteur de 0 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 1 égale ici 0 moins facteur de 0 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 1 égale ici 0 dans 1 moins facteur de 0 sur 1 multiplié par la ligne du pivot qui est moins 1 égale 0 moins facteur de 0 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 0 égale. Ici ça fait bien sûr 5 moins facteur de 0 divisé par 1 multiplié par la ligne du pivot qui est 7 égale. Alors on va calculer pour remplir la deuxième ligne. Ça fait 0 ici, donc ça fait 1. C'est bien cela. Oui. Ça fait 1. Ici ça fait 0. 0. Ici ça fait 0 également. Ici ça fait 0. 0, ok. Ici ça fait 0, 1. 0 ici. 0 ici. Ici ça fait 5. C'est ça? D'accord. Allez au produit ici. 0, 0, 0, 0. Ok. Donc ici, ça fait 1, 0, 0, 0, 1, 0 et bien sûr 5. Ici. Ici. On passe à la troisième ligne. Je suis sûr. On le calcule là. Ok. On passe à la troisième ligne. On va changer. Le pivot va changer. Et que le AIJ va changer. Les lignes et le pivot restent inchangés. Alors, nous sommes au niveau de la troisième ligne, ici. Il y a 0, 0 ici, 0 moins le AIJ. Le AIJ c'est 7. Ok. On fait 7 ici. Le AIJ 7, 5, AIJ 7. Je fais cela pour aller rapidement. Ici c'est 0, 7, moins 8, 7, 1, 7 et 105 par 7. Après 0 ici. 7 moins 7, ça fait 0. Ici, ça fait 7. 5 moins 7, ça fait moins 2. Moins 7. Ici, c'est moins 7 ici. Moins 7 plus 7. Ça fait moins 1. C'est cela, 0. Ici, ça fait 1. Ici, 7 fois 7, 49. 105. 105 moins 49. 105 moins 49. Je vais 36. 36 ou 38. Tu vas calculer pour voir. Tu vas calculer pour voir. 56. 56. Okay. 56. Donc on remplit ici, ça fait 0. 0. Moins 2. Moins 7. Moins 1. 1. Et
56. Nous passons maintenant à la quatrième ligne. Quatrième ligne, non les gamins, il y a 0 ici, ça fait 0. Le AIJ sera 108. 108. Deuxième ligne, 108. Moins ici le AIJ 108. Divisé par 1. Ici, 75 moins 108. Divisé par 1 qui est le pivot. Ici 0. Moins et par 108. 108 divisé par le pivot, ici moins 120, moins facteur de 120 divisé par 108 divisé par le pivot, et ici ça fait 0 moins ça divisé par 108, et ici ça fait moins 600 divisé par 108 divisé par pivot, et la ligne pivot 7. Alors ça fait 0 ici, 108 moins 108 ça fait 0, ici ça fait 108, 75 moins 108, 30, moins 33 ici, moins 33, ici ça fait moins 108, ici ça fait 108, donc ça fait moins 108 plus 100 et moins 120 plus 108. Ça fait moins 12. Moins 12. Ici ça fait 0. Et ici ça fait moins 1356. Vous pouvez le calculer, vous verrez. Alors, ça fait 0. 0. Moins 33. Moins 108. Moins 12, 0 et moins 1356. Voilà ici le tableau final. Le tableau final. Pourquoi? Parce que au niveau de la fonction objectif, tous les éléments sont inférieurs ou égaux à 0. Alors, nous sommes à l'optimum. Nous sommes à l'optimal. Alors, quelles sont les solutions optimales? Alors, les solutions optimales sont arrivé à ce stade, plusieurs personnes m'ont demandé comment trouver x2, x1, x3 et e3, etc., etc. Comment est-ce qu'on trouve cela? Alors, c'est très simple, c'est très facile. Il suffit de regarder, puisque vous ne comprenez pas, vous allez comprendre aujourd'hui. Ici, il y en a x2, x1, E3, en réalité, ce sont les variables de base. Dans les variables de base qui ont été enlevées et qui ont été remplacées par x2 et x1. Donc E3, qui est la seule variable de base qui reste. Alors, ici, sa correspondance, tout ce qui est ici, sa correspondance est au niveau du second membre. Donc, du coup, pour donner la valeur de x2, il faut regarder dans le second membre. Alors, dans le second membre, ici, c'est 7. Pour donner la valeur de x2, il faut regarder le second membre. Alors le second membre, sa correspondance, c'est 7. Pour x1, on regarde dans le deuxième membre, sa correspondance, c'est 5. Dans le E3, quand on regarde dans le deuxième membre, sa correspondance, c'est 56. Quand on regarde la fonction maximisée, sa correspondance, c'est moins 1356. Voilà. Donc, c'est ce qu'on regarde au fait. C'est dans le deuxième membre, on regarde. Mais dans l'exercice, vous avez vu, ils ont mis B ici. B, au lieu de deuxième membre. C'est bien sûr cela qu'il faut regarder. Et ici, ils ont changé, en le coup également, ils ont changé la disposition. Alors, c'est en mettant le B ici. En mettant le B ici et en continuant. Et moi, j'ai préféré mettre ça comme ça. Voilà. Sinon, eux, dans leur cours, dans l'exercice qu'ils avaient donné, ils ont juste inversé les trucs. Donc, ils ont mis B ici. Donc, du coup, en mettant B ici, alors c'est ici. Donc, regarde. Donc, si B était ici, alors 7 serait ici, 5, 56 et 1356. Donc, la correspondance sera ça.
ça, ça, ça. Mais puisque mon B est là-bas, mon B que j'appelle mon second membre, eux ils appellent là-bas le B. Voilà. Le B que j'appelle mon deuxième membre, alors je fais sa correspondance, puisque lui il est au bout du tableau. Et donc je fais donc la correspondance X2 au bout du tableau. Ici, au bout du tableau, ici, au bout du tableau, ici, au bout du tableau, en faisant leur correspondance. Alors, les solutions de base sont X2 est égal, quand je fais sa correspondance, c'est 7. X1, quand je fais sa correspondance, c'est 5. E3, quand je fais sa correspondance, c'est 56. Et la fonction Z, à maximiser, quand je regarde sa correspondance, c'est 1356. Si vous remarquez bien, je n'ai pas mis le moins. Je n'ai pas mis le moins. C'est ce qu'il faut faire. Mais jamais le moins. Si vous trouvez moins ici, moins ici, moins ici, il ne faut jamais mettre le moins lorsque vous donnez les solutions de base. Voilà. Voilà ici les solutions de base. Ils sont là. Les solutions optimales. Les solutions optimales. Alors, si vous remarquez bien, il n'y a plus de E. Il n'y a pas E1. Il n'y a pas non plus E2. E1 et E2 sont passés où? Alors, E1 et E2 ont été remplacés par X2 et X1. Donc E1 et E2 seront égaux à 0. Donc vous dites que E1 et E2 seront égaux à 0. Voilà. Donc ici, ce sont les variables. Maintenant, au niveau où on parle de variables des cas, voilà, les variables des cas saturés et les variables des cas non saturés. Alors, les variables des cas saturés sont quoi? Les variables des cas saturés sont les variables qui n'existent plus dans le tableau définitif, à savoir le tableau définitif, le tableau final de l'algorithme du simplex. Donc ici, quand on regarde au niveau des variables de base, on regarde qu'il n'y a pas E1, il n'y a pas E2. Alors ceux-là sont appelés variables des cas saturés, parce qu'ils n'existent plus dans le tableau, dans le début du tableau. Alors si on vous demandait, est-ce que toutes les variables des cas sont saturées? Et les variables des cas, oui. Est-ce que toutes les variables des cas sont-elles saturées? Alors on dira non. Pourquoi non? Parce que E3 existe toujours. E3 est dans le tableau. Donc du coup, toutes les variables des bases, toutes les variables des cas ne sont pas toutes saturées. Mais celles saturées sont E1 et E2. Alors qu'ils seront égales à... Si on vous demandait également E2 est égal à combien? E2 est égal à 0. E2 est égal à 0. E1 est égal à 0. E2 est égal à 0. Donc, voilà les solutions de base. Voilà. Donc, c'est ici que prend fin la vidéo. J'espère que vous avez compris en long et en large. En long et en large. Je l'espère. Alors, sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo qui va porter sur la dualité. Alors, je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne qui est la vôtre. Alors, sur ce, je dépose ma crainte et je vous dis ciao, ciao.